Dans votre mémoire, la dernière partie, vous faites une analyse de contenu en prenant le cas des publicités spécistes. Et vous avez d'ailleurs proposé un terme pour le décrire, c'est le publispécisme, c'est ça ? Oui, publispécisme, qui est un terme qui vient directement, qui est dérivé de publisexisme. Et du coup, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de comment vous avez analysé ces publicités, justement, et qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Alors en fait, moi je me suis intéressée très tôt à la publicité spéciste parce que avant même de découvrir la cause animale, j'étais engagée dans des mouvements anti-pub et notamment dans l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire. Et donc quand j'ai découvert la question animale, assez naturellement je me suis intéressée à la publicité pour les produits d'origine animale. Et à cette époque, donc en 2015, j'ai notamment lancé une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle Je suis une pub spéciste, qui prenait des publicités pour des produits d'origine animale, pour le lait, la viande, etc., et qui essayait d'analyser la façon dont les animaux sont représentés, quel genre de discours est véhiculé, est-ce que c'est une ambiance consensuelle, est-ce que il y a une juste représentation de l'élevage, de l'abattage. Non. Spoiler. En tout cas, il y a tout un matraquage publicitaire qui est considérable et qui a pour effet de diffuser l'idéologie carniste. L'idéologie carniste, c'est cette idée que la consommation de produits animaux est naturelle, normale, nécessaire. C'est Mélanie Joy qui a théorisé ce terme-là. Et puis aussi que la consommation, pour ajouter un quatrième N, que c'est nice, que c'est sympa, que c'est agréable, c'est délicieux, que c'est super, etc. Et du coup, le publispécisme, il diffuse et il renforce l'idéologie carniste. Et il y a aussi une fabrique de l'ignorance autour de ce que c'est l'élevage. Par exemple, dans les publicités pour les produits d'origine animale, il va jamais y avoir de représentation des centres d'insémination. Très peu de gens savent que les centres d'insémination jouent un rôle crucial dans le circuit de production d'animaux d'élevage et de viande. Il y a très peu de représentation, voire aucune représentation de l'abattage, évidemment, alors que il n'y a pas de viande sans abattage d'animaux. Et donc en fait, il y a une sélection de certaines étapes. En fait, c'est même pas présenté comme des étapes. En fait, dans la publicité pour les produits d'origine animale, la viande, elle est produite ex nihilo. Elle tombe du ciel, elle est là, elle est délicieuse, elle est fraîche, elle est appétante, elle est disponible pour notre consommation. Et soit les animaux sont totalement absents des représentations, donc c'est ce que Carol Adams appelle le référent absent, c'est-à-dire le référent principal de la viande qui devrait être l'animal vivant, sentient, il est totalement absent, il y a une déconnexion entre le produit et l'individu, qui fait que ça permet de pas créer de dissonance cognitive sur le fait que, pour obtenir de la viande, on a dû tuer un individu. Donc soit dans la publicité, les animaux sont totalement absents, soit parfois ils sont présents, mais à ce moment-là, ils vont jouer un rôle actif dans leur propre viandisation. Alors ça, c'est incroyable. Vous décrivez quelque chose qui s'appelle la suicide food. Et c'est vraiment très étonnant quand on commence à l'analyser et presque perturbant. En fait, la suicide food, c'est l'animal qui est présenté comme étant consentant à sa propre consommation par les humains. Oui, c'est extrêmement perturbant. C'est des animaux qui sont tout sourire avec un couteau où ils se découpent en tranches eux-mêmes. Ils sont dans des poses aguicheuses. Et en fait, ils se vendent. Ils sont consentants à leur consommation, c'est leur rôle, leur destinée, et ils prennent plaisir à accomplir cette destinée. Donc ça, en fait, c'est le fantasme carniste le plus abouti. C'est vraiment une mise en scène décomplexée de ce qu'on voudrait que les animaux soient, c'est-à-dire qu'ils remplissent leur rôle qu'on leur a assigné. Et ça, c'est intéressant parce que dans la suicide food, je disais qu'il y avait des représentations d'animaux aguicheurs. En fait, il y a un mix que j'ai appelé le carnosexisme, un mix entre des représentations d'animaux sexualisés et aussi des femmes animalisées. Où en fait il y a un mélange des genres entre les femmes et les animalisés considérés comme des corps consommables, des corps qui sont là pour satisfaire le plaisir gustatif ou le plaisir sexuel. Et en fait, en tout cas, ce sont des corps disponibles, des corps qu'on peut s'approprier, qui sont là pour être saisis, dont on va se régaler. Donc évidemment, là, on a le male gaze, on a le regard humain et mâle
qui produit des représentations de suicide food, des femmes, des animaux qui veulent être consommés, violés, tout ce que vous voulez. En fait, je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant entre la culture du viol et la culture carniste et la suicide food, où en fait on a ce truc-là de discours qui légitime l'appropriation des corps, et avec tout un tas d'idées sur le fait que les femmes sont d'emblée consentantes, le fait que les animaux participent d'eux-mêmes à leur propre consommation. Donc effectivement, c'est des contenus assez perturbants, et on peut en avoir des exemples sur la page Je suis une pub spéciste, mais aussi sur le site de Carol Adams, où elle a fait toute un PowerPoint en fait, avec plein d'images comme ça. Mais d'ailleurs, je mettrai aussi en description le lien vers votre mémoire, où on peut voir à la fin justement tous les contenus publicitaires que vous avez analysés, et que le plus souvent vous catégorisez justement selon le type de processus et de procédé qui est utilisé.